Chouette, chapitre 4. La mère de Roy l'obligea à rester à la maison tout le week-end pour s'assurer que la bosse due à la balle de golf ne lui causait pas de réaction à retardement. Même sans avoir mal à la tête, il ne dormit bien ni le samedi ni le dimanche soir. En l'accompagnant à l'école le lundi matin, sa mère lui demanda si quelque chose le tracassait. Roy lui répondit rien, ce qui était faux. Il s'inquiétait de ce qui se passerait quand Dana Matterson lui remettrait la main dessus, mais nulle trace de Dana à Trace Middle. Il s'est fait porter pâle, lui apprit Garrett. Il affirmait avoir des renseignements de première main, étant donné le poste haut placé de sa mère, la conseillère d'orientation. Qu'est-ce que t'as fait à ce pauvre type, mec? On m'a dit qu'il avait répandu ses tripes dans le bus. C'est pas vrai. On m'a dit que tu l'as boxé si fort que son nez lui sort du front, et qu'il faudra une opération de chirurgie esthétique pour le remettre en place. Roy leva les yeux au ciel. Ouais, c'est ça. Garrett émit un bruit de paix entre ses dents. Eh, tout le monde au bahut parle que de ça. Parle que de toi, Eberhard. Génial. Ils étaient dans le couloir après l'appel, attendant la sonnerie du premier cours. Maintenant, on te prend pour un dur, dit Garrett. Qui ça, on? Pourquoi? Roy ne voulait pas passer pour un dur. Il ne voulait passer pour rien en particulier. Il avait envie de s'intégrer tranquillement sans se faire remarquer, comme un tétard dans une mare. On croit que t'es un dur, continua Garrett. Personne n'a jamais dérouillé un Matterson avant toi. Apparemment, Dana avait 3 frères aînés, qui n'avaient pas laissé un bon souvenir à Middle Trace. Tu as mis quoi dans ta lettre d'excuse? Chère Dana, je regrette de t'avoir fichu un pain, s'il te plaît, me brise pas tous les os, laisse-moi un bras intact pour que je puisse au moins me nourrir. Ah, super marrant, fit Roy sèchement. À vrai dire, Garrett l'était plutôt. Qu'est-ce que tu crois que ce gorille va faire la prochaine fois qu'il te verra? Dit-il à Roy. Je serais toi, je me mettrais à penser aussi à la chirurgie esthétique pour que Dana me reconnaisse pas. Je plaisante pas, mec. Garrett, j'ai besoin que tu me rendes un service. Quoi, une planque? Et c'est au pôle sud pour voir. La sonnerie retentit et des flots d'élèves emplirent le couloir. Roy tira Garrett de côté. Il y a une grande fille avec des cheveux blonds frisés, elle porte des lunettes rouges. Garrett eut l'air paniqué. Me dis pas. Dis pas quoi? Tu kiffes Béatrice Lipp? C'est son nom? Roy se dit que ça devait faire une éternité que quelqu'un n'avait pas appelé sa fille Béatrice. Pas étonnant qu'elle ait tellement les boules. Qu'est-ce que tu sais sur elle? Demanda-t-il à Garrett. Assez pour me tenir peinard. C'est une footballeuse top, dit Garrett. Et son punch est top aussi. J'en reviens pas que t'aies craqué sur elle. Je la connais même pas, protesta Roy. Elle m'a pris la tête pour un truc dingue et j'essaie juste de savoir pourquoi. Garrett gémit. Primo, Dana Matterson. Et maintenant, Béatrice le Buldo. T'as envie de mourir, Tex? Parle-moi d'elle. C'est quoi son histoire? Une autre fois. On va être en retard en cours. Allez, s'il te plaît, fit Roy. Garrett se rapprocha, jetant nerveusement un coup d'œil par-dessus son épaule. Voilà tout ce que tu dois savoir sur Béatrice Lipp, lui chuchota-t-il. L'année dernière, un arrière-vedette de Graham High s'est faufilé dans son dos et lui a tapé sur les fesses. C'était au centre commercial de Big Cypress, en plein jour. Béatrice a poursuivi le mec et l'a balancé dans la fontaine. Il s'est classé la clavicule en 3, fini la saison pour lui. Tu rigoles, fit Roy. Peut-être que tu devrais envisager l'école catholique. Roy eut un rire jaune. Dommage, on est méthodiste. T'as qu'à te convertir, mec, fit Garrett. Sérieux? L'agent de Linco était impatient de se lever tôt pour planquer sur le futur chantier. C'était une pause bienvenue dans son quotidien routinier qui lui offrait peu d'occasions de vraie surveillance. D'habitude, c'étaient les inspecteurs qui s'en chargeaient. Même si l'agent de Linco aimait bien la ville de Coconut Cove, son boulot commençait à lui peser. Boulot qui se limitait quasiment à faire respecter le code de la route. Il était entré dans la police parce qu'il avait envie de résoudre des crimes et d'arrêter des coupables. Pourtant, excepté un conducteur en état d'ivresse de temps en temps, l'agent de Linco avait rarement l'occasion de boucler qui que ce soit. Les menottes fixées à sa ceinture étaient aussi rutilantes que le jour de son entrée dans la police, il y avait presque 2 ans de ça. Le vandalisme et la violation de propriété n'étaient pas des délits bien graves, mais l'enchaînement d'actes malveillants sur le site de la future maison des crêpes 100% américaine de Maman Paula intriguait l'agent de Linco. Il avait l'intuition que le ou les coupables mijotaient quelque chose de plus sérieux que des blagues juvéniles.
Puisqu'on faisait pression sur le chef de la police pour qu'il mette un terme à ces incidents, l'agent de Linko en déduisit qu'attraper les vandales serait un titre de gloire et peut-être le premier pas vers une promotion. Son objectif de carrière à long terme était de passer inspecteur et l'affaire Maman Paula était une chance pour lui de montrer qu'il en avait l'étoffe. Le premier lundi, après l'épisode des alligators, l'agent de Linko mit la sonnerie du réveil sur 5 heures. Il tomba du lit, se doucha rapidement, se grilla un beignet et prit le chemin du chantier de construction. Il faisait encore nuit quand il arriva. Il fit 3 fois le tour du quartier, n'apercevant rien qui sortait de l'ordinaire. Mis à part un camion poubelle, les rues étaient désertes. Sa radio se taisait, elle aussi. Il ne se passait pas grand-chose à Coconut Cove avant l'aube. Ni même après d'ailleurs, rêvassait l'agent de Linko. Il gara son véhicule près de la caravane de Leroy Branit et attendit que le soleil se lève. La matinée promettait d'être belle. Le ciel était clair, avec une touche de rose à l'est. L'agent de Linko regretta de ne pas avoir apporté un thermos de café, car il n'était guère habitué à se lever de si bonne heure. Il se surprit à s'affaler sur le volant. Aussi se calotta-t-il vivement les joues pour rester éveillé. En scrutant la grisaille du petit matin, l'agent de Linko crut apercevoir du mouvement dans le terrain vague devant lui. Il alluma les phares de son véhicule et là, sur un monticule herbeux, marqué d'un jalon planté de frais, se tenait un couple de chouettes déterriers. Le frisé ne lui avait pas raconté de blague. C'étaient les chouettes les plus menues que l'agent de Linko eût jamais vues, ne mesurant pas plus de 20 à 25 centimètres de haut. Elles étaient brun foncé, avec des ailes tachetées, la gorge blanche et des yeux perçants couleur d'ambre. L'agent de Linko, sans être ornithologue amateur, fut intrigué par ces chouettes miniatures. Pendant quelques instants, elles fixèrent la voiture en clignant de leurs gros yeux avec incertitude. Puis, elles s'envolèrent, papotant entre elles tout en planant à ras des broussailles. Espérant ne pas avoir effrayé les oiseaux loin de leur nid, l'agent de Linko éteignit les phares. Il frotta ses paupières lourdes et appuya sa tête contre la vitre. Le verre était frais contre sa joue. Un moustique lui zonzonnait autour du nez, mais il avait trop sommeil pour le chasser. Il s'assoupit bientôt en dodelinant, et ce qu'il entendit ensuite fut le crachotement radio de la voix du standardiste qui lui demandait sa position. La routine. L'agent de Linko chercha le micro à tâtons et récita l'adresse du futur chantier. « Terminé !» dit le standardiste. L'agent de Linko se réveilla peu à peu. Il faisait chaud dans la voiture, mais étrangement, il avait l'air de faire plus noir dehors qu'à son arrivée. Si noir, en fait, qu'il ne voyait plus rien. Même pas la caravane. L'agent de Linko connut un moment de flottement, redoutant que la nuit soit déjà retombée. Était-il possible qu'il ait dormi sans le vouloir toute la journée? C'est alors que quelque chose cogna la carrosserie de la voiture. Pan! Suivi d'un autre choc, puis d'encore un autre. Un martèlement invisible et régulier. L'agent de Linko saisit son arme, mais sans réussir à la retirer de son étui, gêné par la ceinture de sécurité. Alors qu'il se débattait pour se détacher, la portière s'ouvrit à la volée et le soleil blanc lui explosa en pleine figure. Il se protégea les yeux et, se rappelant ce qu'on lui avait appris à l'école de police, il se mit à crier « Police, police !» Ah ouais, j'aurais pu m'y tromper. C'était le frisé, le chef de chantier grognon. « C'est quoi le problème? M'avez pas entendu taper ?» L'agent de Linko tâchait de reprendre ses esprits. « Je crois que je me suis endormi. Il est arrivé quelque chose ?» Le frisé soupira. « Sortez et venez voir par vous-même. » Le policier émergea sous un soleil éblouissant. « Oh non !» murmura-t-il. « Oh si !» renchérit le frisé. Pendant le roupillon de l'agent de Linko, quelqu'un avait bombé de peinture noire toutes les vitres de son véhicule. « Quelle heure est-il » demanda-t-il au frisé. « 9h30. » L'agent de Linko lâcha un gémissement involontaire. 9h30. Il toucha du doigt le pare-brise. La peinture était sèche. « Ma voiture !» fit-il avec abattement. « Votre voiture ?» Le frisé se baissa et ramassa une brassée de piquets déterrés. « On s'en bat l'œil de votre bagnole !» fit-il.
Roy passa la matinée, l'estomac noué. Il fallait faire quelque chose, et quelque chose de décisif. Il ne pouvait pas passer le reste de l'année à se cacher de Dana Matterson et de Béatrice Leap. Le cas de Dana se réglerait plus tard, mais celui de Béatrice Le Buldo ne pouvait pas attendre. Pendant le déjeuner, Roy l'aperçut à l'autre bout de la cafétéria. Elle était attablée avec 3 filles de l'équipe de foot. Elles avaient l'air dégingandées et durailles, mais moins redoutables que Béatrice. Respirant un bon coup, Roy alla s'installer à leur table. Béatrice lui jeta un œil noir, chargé d'incrédulité, tandis que ses amis le considérèrent avec amusement, sans s'arrêter de manger. C'est quoi ton problème demanda Béatrice. Elle garda son sandwich au rôti de porc en suspension entre son plateau et sa bouche à l'expression moqueuse. Je crois que c'est toi qui en as un de problème. Roy sourit, malgré sa nervosité. Les amies fouteuses de Béatrice furent impressionnées. Elles reposèrent leurs fourchettes et attendirent la suite des événements. Roy enfonça le clou péniblement. Béatrice, commença-t-il. Je pige pas pourquoi ce qui s'est passé dans le bus t'a fichu les boules. C'est pas toi qu'on a essayé d'étrangler, ni toi qui as reçu un coup de poing dans le nez. Alors je te le redirai pas 2 fois. Si j'ai fait quelque chose qui t'a gonflé, je m'en excuse, c'était pas exprès. Il était évident que jamais personne jusque-là n'avait parlé aussi directement à Béatrice, car elle parut en état de choc. Elle resta avec son sandwich en l'air, la sauce barbecue lui dégoulinant sur les doigts. Tu pèses combien lui demanda Roy, sans vouloir être désagréable. Hein, quoi bafouilla Béatrice. Eh bien, moi, je pèse exactement 47 kilos, dit Roy, et je parie que tu en fais au moins 52. L'une des amies de Béatrice pouffa, et cette dernière la fusilla du regard. Ce qui veut dire que tu pourrais sans doute me dérouiller en me faisant faire le tour de la cafette. Mais ça prouverait que dalle, fit Roy. La prochaine fois que tu auras un problème, dis-le-moi, et on en parlera autour d'une table comme des gens civilisés, d'accord ? Civilisés, répéta Béatrice, scrutant Roy par-dessus la monture de ses lunettes. Roy jeta un coup d'œil sur la main de Béatrice, qui dégoûtait maintenant de grumeaux de sauce barbecue. De gros morceaux de pain et de viande étaient visibles entre les doigts serrés. Elle avait pressé le sandwich si violemment qu'il s'était désintégré. L'une des fouteuses se pencha vers Roy. « Écoute, grande gueule, tu ferais mieux de te casser tant que tu peux. C'est pas cool du tout. » Roy se leva calmement. « Béatrice, on est clair là-dessus ? Si quelque chose te prend la tête, c'est le moment de me le dire. » Béatrice Le Buldo laissa choir les restes de son sandwich sur l'assiette et s'essuya les mains avec une liasse de serviettes en papier. Elle ne décrocha pas un mot. Bon. Roy ne se priva pas de sourire encore une fois. Je suis content qu'on ait eu la chance de se connaître un peu mieux. Puis, gagnant l'autre extrémité de la cafétéria, il s'installa tout seul pour déjeuner. Garrett se faufila en douce dans le bureau de sa mère et recopia l'adresse qui figurait sur le listing des professeurs. Ça coûta $1 à Roy. Ce dernier tendit le bout de papier à sa mère pendant qu'il rentrait chez eux en voiture. « Il faut que je m'arrête là, » lui dit-il. Mrs. Eberhardt jeta un coup d'œil sur le papier et dit « D'accord, Roy, c'est sur notre chemin. » Elle supposa que l'adresse était celle d'un ami de Roy et qu'il passait prendre un manuel ou le texte d'un devoir. Alors qu'il s'arrêtait dans l'allée de la maison, Roy dit « J'en ai pour 1 minute, je reviens. » La mère de Dana Matterson ouvrit la porte. Elle ressemblait beaucoup à son fils, malheureusement pour elle. « Dana est là ?» demanda Roy. « Qui êtes-vous ? Je suis dans sa classe. » Mrs. Matterson rouspéta, se tourna et hurla le nom de Dana. Roy se réjouit qu'elle ne l'ait pas invité à entrer. Il entendit bientôt un pas lourd et Dana en personne s'encadra sur le seuil. Il portait un grand pyjama bleu taillé pour un ours polaire. Un monceau d'épaisse gaze maintenu par un croisillon de sparadrap blanc, occupait le milieu de sa face porcine. Il avait les 2 yeux méchamment gonflés et cernés de bleu violacé. Roy en resta bouche bée. C'était dur de croire qu'un seul coup de poing ait causé tant de dégâts. Dana le toisa d'un œil noir et d'une voix nasale pincée s'exclama. « Non mais j'y crois pas !»« T'en fais pas, je suis juste passé te donner quelque chose. » Roy lui tendit l'enveloppe contenant sa lettre d'excuse. « C'est quoi ça ?» demanda Dana soupçonneux. « Vas-y, ouvre !» La mère de Dana réapparut derrière lui. « Qui est-ce » demanda-t-elle à Dana. « Qu'est-ce qu'il veut ?»« T'occupe » maugréa Dana. Roy mit son grain de sel. « C'est moi que votre fils a essayé d'étrangler l'autre jour, et c'est moi qui l'ai allumé. » Les épaules de Dana se raidirent. Sa mère pouffa amusée. «
Non, mais quelle rigolade, c'est ce petit crétin qui t'a démoli le portrait? Je suis venue m'excuser, tout est dans la lettre. Roy montra l'enveloppe que Dana serrait dans sa main droite. Fais voir. Mrs. Matterson se pencha par-dessus l'épaule de son fils, mais il s'écarta et froissa l'enveloppe dans son poing. Barre-toi de là, cowgirl, fit-il à Roy avec une hargne. On réglera ça, toi et moi, quand je reviendrai au bahut. Quand Roy regagna la voiture, sa mère lui demanda Tu peux m'expliquer pourquoi ces deux personnes se livrent à un pugilat sous la véranda? Le garçon en pyjama, c'est celui qui a voulu m'étrangler dans le bus. L'autre, c'est sa mère. Ils se disputent ma lettre d'excuse. Ah. Mrs. Eberhardt observa, songeuse, l'étrange spectacle à travers la vitre de la portière. J'espère qu'ils ne vont pas se faire mal. Ils sont plutôt baraqués tous les deux, hein? Oui. On peut rentrer à la maison, maintenant, maman?